Ce qu'on entend ici, c'est un tambour chamanique, comme on l'utilise en Mongolie, ce qui va induire un état appelé la transe cognitive. D'ailleurs, on a pu étudier l'effet de cette musique sur notre cerveau grâce à Corinne Sombrun, qui est venue chez nous, à l'Université de Liège, pour regarder avec ses électrodes qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale lors de cette induction d'une transe, un effet sur le cerveau, une forme de modification de notre conscience qui est d'ailleurs comparable mais aussi différent de ce qu'on a pu observer lors de nos études chez des moines tibétains ou des experts en méditation. Le message ici, c'est que la méditation ne peut pas être réduite à une pratique uniquement bouddhiste. Elle est universelle. On la retrouve dans toutes les cultures, partout dans le monde. Que ça soit en Australie, ou quand je vais donner des conférences, il y a des aborigènes qui me disent « mais la pleine conscience, on l'a fait depuis très très longtemps, avant l'histoire écrite. » De même, en Afrique, ou dans les cultures musulmanes, le soufisme, une autre forme où on va, grâce à la musique, la danse, induire une modification de l'état de conscience. Et puis ici, évidemment, notre tradition judéo-chrétienne, où là aussi, la prière, répéter une courte phrase, comme un mantra, qui est une forme d'ailleurs de méditation transcendantale, tout cela est dans toutes les croyances et les religions de notre planète a trouvé sa place. Je l'ai découvert aussi maintenant que j'habite au Canada, chez ces cultures des First Nations, des Amérindiens, jusqu'aux Inuits dans le Nord, où il y a, je pense, une sagesse, une tradition, où là aussi, on peut ensemble apprendre de ces techniques qui sont très anciennes, mais utiliser les nouvelles technologies en neuroimagerie pour mieux les comprendre et puis adapter aux besoins de notre société d'aujourd'hui. Une autre découverte que j'aimerais partager avec vous, maintenant que j'habite en Amérique du Nord, c'est une forme de méditation quand on va dans l'eau glacée. Donc là, grâce à un ami amérindien, j'ai pu me plonger dans le Saint-Laurent à -20 et puis on y reste. Alors je peux vous le dire, ça fait mal. On a juste envie de quitter l'eau et on constate que tous ces sentiments changent et qu'on a le pouvoir, chacun de nous, de dire « eh bien, j'y reste ». Et d'ailleurs, les chercheurs ont démontré qu'est-ce qui se passe quand je suis immergé dans l'eau glacée. Il y a toute une réaction physiologique dans notre corps, le fameux système nerveux autonome qui va s'adapter à cette nouvelle réalité, assurer qu'il y a assez de sang qui va vers les organes vitaux, et puis aussi au niveau mental. Il y a là une possibilité de retrouver une forme de paix intérieure, un contrôle sur ces différentes fonctions physiologiques étudiées par exemple chez Wim Hof, qui a proposé cette forme de immersion dans la glace et qui est, comme cobaye, étudié pour démontrer comment, lui comme grand champion, on l'appelle l'homme de glace, est capable de modifier comment le corps, l'esprit réagit dans une situation extrême qui est l'immersion dans l'eau glacée. Et cette forme de méditation, d'état modifié de conscience, pour moi, était une vraie découverte, un vrai plaisir d'ailleurs, où maintenant, quand je vais dans un spa, je commence toujours par le bain glacé.
Et mon épouse aussi, tous les matins, elle termine la douche chaude avec une douche glacée. Et ça, c'est une invitation, c'était une obligation, mais une pratique assez facile. On prend une douche tous les jours. Pourquoi pas une fois essayer de la terminer avec de l'eau froide? Je m'appelle Guillaume Néry, j'ai 33 ans. Je suis un apnéiste, plusieurs fois champion du monde et recordman du monde. Ma spécialité, c'est de descendre en profondeur, sans aucune assistance, donc juste en palmant. Et j'ai atteint la profondeur de moins 126 mètres. Il n'y a pas que les moines bouddhistes qui vont utiliser la méditation et la pleine conscience. Nous travaillons aussi avec des athlètes. On a étudié le cerveau de grands champions comme Guillaume Néry, qui est champion en apnée. Eh bien, Guillaume est venu à Liège et on l'a mis tous ses électrodes sur la tête et il a gardé son souffle 7-8 minutes. On l'a mis aussi dans une IRM fonctionnelle. La même chose. Il a une très très longue apnée. On voit qu'il y a une désaturation. Je vous ai dit, le cerveau, il a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'apport d'oxygène. Et puis, à notre grande surprise, lors de ces apnées prolongées, 7-8 minutes, l'activité cérébrale n'était pas diminuée. Au contraire, on a vu une augmentation dans la connectivité cérébrale. Très comparable d'ailleurs avec ce que nous avons observé chez les moines bouddhistes comme Matthieu Ricard. Donc là, ce que ces athlètes éprouvent, comme Guillaume Néry, lors de ces apnées prolongées, est aussi une forme de méditation. Et donc, la méditation, ce n'est pas uniquement un travail de moine. Les grands sportifs savent aussi comment on peut gagner grâce à ces techniques de méditation et de pleine conscience. Pour induire ces différents états modifiés de conscience, comme la transe cognitive, parfois, on va aussi prendre des substances qu'on appelle maintenant des psychédéliques, comme le DMT, LSD, des champignons magiques, la psilocybine, mais aussi, et beaucoup utilisé chez les Amérindiens, l'ayahuasca. Et là, c'était important pour moi de vivre cette expérience. Et donc, j'ai reçu des champignons magiques, la psilocybine, injectés dans mes veines, dans un laboratoire à Londres, sous une IRM fonctionnelle. Ce qui m'a permis tout d'abord de vivre un trip, de vraiment être ailleurs, d'avoir ces hallucinations visuelles, et puis de perdre mon sens de moi-même, une vraie dissolution de mon ego. À un moment, j'étais un avec la machine, le bruit, ce que je voyais, c'était une expérience hallucinante dans toutes les interprétations du terme, pour après regarder qu'est-ce que ça a fait au niveau de l'activité de mon cerveau. Et si je prends à nouveau ce modèle 3D, où, souvenez-vous, il y a ce fameux réseau de la conscience du monde intérieur, ou la conscience de soi, qui joue un grand rôle dans ma perception de moi, mon ego. Et on voit en effet une déconnexion, une diminution dans ces différentes structures, dont ici le précuneus, qui est la région la plus connectée de notre matière grise. Donc pour moi, le défi, il est là, c'est de combiner ce qu'on appelle la neurophénoménologie, qu'est-ce que je perçois en ce moment précis, et puis qu'est-ce que ces machines, ces nouvelles neurotechnologies permettent de mesurer objectivement. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans un domaine extrêmement difficile et réduire un peu notre ignorance quand on parle de la compréhension de notre propre esprit humain.